Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Informer, éduquer pour agir. C'est Paty Nzambe Kouinpi. Voici donc un nouveau concept qui est sur congosynthèse.com. Nous vous invitons à le regarder chaque mercredi. Donc ça sera alors pour parler de l'actualité, pour faire la synthèse aussi de ce qui se passe au Congo et ailleurs dans le monde. C'est une émission qui sera présentée par lui-même, M. Louis Kinshasa, qui est le coordinateur de la coalition Patrice Lumumba. Il sera avec moi chaque mercredi pour présenter l'émission. Bonjour, M. Louis Kinshasa. Bonjour, ma chère Patricia. Merci beaucoup d'être là sur le plateau de Congo Synthèse. Donc, comme vous le voyez, on sera là chaque mercredi. Je vous propose donc d'être au rendez-vous. Merci en tout cas d'être là, d'être présent. Vous pouvez laisser des commentaires et bien sûr partager l'émission pour que ça puisse aider, informer et éduquer, comme il est annoncé sur le titre de l'émission. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là voilà, pour parler d'actualité, de tout ce qui se passe dans notre pays, dans l'Afrique et un peu partout dans le monde, quoi. Donc, nous allons parler là de ce qui s'est passé au niveau en fait de la SENCO par rapport à une déclaration qu'il y a eu d'un prêtre qui a déclaré en fait, un prêtre de la SENCO qui a déclaré, je cite, « Notre classe politique est d'une médiocrité grave. Ils ont remis en cause tout ce que nous avions convenu la veille. » En disant « il parle bien sûr des hommes politiques. Quelle est votre opinion par rapport à cette déclaration-là? Nous sommes d'accord avec cette déclaration. D'accord. Notre classe politique est d'une médiocrité grave. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Non seulement cette classe est médiocre, mais cette classe est inutile. Inutile. Les Congolais n'ont pas besoin de cette classe-là. Parce que cette classe-là, cette classe politique n'est pas là pour résoudre les problèmes du Congo. Mais elle est plutôt là pour s'enrichir. Que ceux qui sont dans l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, ils considèrent donc le fait d'appartenir à cette classe-là, le fait d'adhérer au gouvernement, le fait d'être des directeurs généraux des grandes compagnies nationales, d'avoir les postes de ministres et tout, c'est juste une opportunité de s'enrichir, non pas une opportunité de servir le peuple congolais, non pas une opportunité de résoudre les problèmes du peuple congolais, mais plutôt s'enrichir, donc remplir les poches. Donc c'est une classe inutile, il ne faut absolument rien attendre de cette classe-là. Il faut plutôt s'organiser pour les combattre. Et c'est pour ça que j'aime bien le titre de ce programme, Informer, éduquer pour agir. Donc nous devons agir contre cette classe-là. Donc quelque part, en fait, le prêtre de la SENCO qui a cité cette phrase est mécontent, en fait, de ce qui se passe et de ce qu'ils avaient convenu, en fait, la veille. Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils avaient convenu, alors? Bon, on parle de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, comme quoi, le régime en place devait donc nommer un premier ministre qui devait venir de l'opposition. On a vu Kabila et son régime commencer à exiger 3 noms, au lieu juste de nommer le premier ministre. Donc ils ont traîné les pieds, tout et tout. Leur mauvaise foi donc est claire. Mais le point qui est vraiment intéressant, c'est pas que nous espérions quelque chose de Kabila. Non, on n'attend rien de Kabila, de son régime. Et on va plus loin, on n'attend aussi rien de l'opposition. Parce que l'opposition et le régime en place, ils sont ensemble. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord qui va être Premier ministre, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord qui va être président, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord qu'est-ce qu'on va organiser les élections. Depuis le 19 décembre, Kabila devait partir. Mais c'est l'opposition congolaise qui a permis à Kabila de faire ce qu'on appelle le glissement. Alors que le 19 décembre, c'est fini. Donc il n'y a pas de compromis à faire avec le régime de Kabila. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous dirons que nous sommes d'accord avec le prêtre. Mais le prêtre, mais aussi, ce qui est aussi vrai aussi, même le prêtre eux-mêmes font partie de ce système-là. Parce que la façon dont le prêtre parle, c'est comme s'ils sont exclus. Non, nous on n'exclut pas les prêtres. Tous ces groupes-là, historiquement, ils sont inclus. La population congolaise doit être organisée, mais contre les intérêts de cette classe-là. Cette classe-là ne va pas servir les Congolais. Elle n'a jamais servi les Congolais, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait un appel aux Congolais qui nous écoutent, de se réveiller, de se rendre compte que tout est affaire au Congo. Mais si on va changer les choses, on le fera. Non seulement contre cette classe-là, mais aussi contre l'ordre international qui protège cette classe-là aussi. Dans le sens-là que c'est une classe inutile, qui n'a rien de bon pour les Congos.
Mais justement, quand le prêtre de la Senco dit que notre classe politique est médiocre, ils ont donc convenu d'un arrangement, on va dire. Ils avaient une solution, ils voulaient apporter une personne qui allait, on va dire, relever la classe politique. Pour le prêtre, il faut que les régimes en place et l'opposition se mettent d'accord. Il faut que Kabila respecte les accords. Moi, je ne sais pas quels accords, mais ils ont parlé de 90% des choses qui ont été préparées. Il n'y a que 2% qui restaient à faire. On n'est pas là, on ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Mais pour le prêtre, il faut qu'il y ait un compromis entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Et nous disons que quels que soient les compromis, l'intérêt du peuple ne sera pas pris en considération. Ce sera le compromis entre ces deux groupes. Parce que quel est l'intérêt pour le peuple là? Il n'y a rien. D'accord. C'est le compromis entre ces deux classes-là. C'est la collaboration entre ces deux classes-là. C'est un dialogue entre eux. Le dialogue, le peuple est exclu. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Le peuple est exclu de ce dialogue. Est-ce que vous avez entendu parler quelqu'un de l'opposition ou de la majorité, enfin, ou du pouvoir, dire que après ce dialogue, l'accès aux soins sera gratuit pour tous les Congolais? Ils n'en parlent pas. Que l'accès à l'école sera gratuit pour tous les Congolais? Non, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas des points chaotiques en fait, qu'il y a au Congo pour la population en fait. Non. Tout ce qui doit être arrangé quoi. Ils parlent que de postes. Qui veut être Premier ministre? Qui veut être ministre? Qui veut être au gouvernement, etc. Ils parlent que de leurs intérêts, de leurs priorités. La priorité du peuple, ils n'en parlent pas. Alors que chez nous, la priorité c'est quoi? Il y a le génocide au Congo. Le Congo c'est une catastrophe, sur tout le plan. Mais s'ils ne pensent pas au peuple, cela veut dire que les gens, aujourd'hui, tous ces prêtres-là, qui est-ce qui les a laissés à cette place-là? Qui est-ce qui les a mis, qui est-ce qui leur a donné le pouvoir en fait? C'est pas le peuple qui a voté, c'est pas le peuple qui a décidé que, ok, il y aura la Senco, il y a l'opposition, il y a ci, il y a ça. Pourquoi est-ce que le peuple ne compte pas? Il faut revenir à la conférence nationale. Hein. Dans les années 90, il y a une soi-disant conférence nationale souveraine. Et pour que l'opposition de l'époque et le pouvoir donc, de Mobutu soient crédibles, il a fallu qu'il y ait une force qui organise le compromis, le dialogue entre ces deux. Et l'Église a été choisie. La Senco, donc bon, à l'époque, ce n'était pas la Senco, c'était le cardinal Laurent Mosengo, donc, qui a été choisi pour présider la conférence nationale, donc souveraine. Mais qui est-ce qui l'a choisi? Bon, c'est entre eux, hein. Il y a l'ordre international, il y a l'impérialiste, donc les pouvoirs internationaux. Donc, mais depuis l'époque, en fait, c'est toujours entre eux. C'est pas le peuple qui demande à ce que la Senco soit là, ou monsieur Mosengo à l'époque. C'est ok. La classe sociale, les dirigeants du Congo, les dirigeants politiques comme tels, et aussi l'Église catholique. Parce qu'il faut savoir que l'Église catholique, c'est, à part l'armée, c'est la force nationale sûrement la plus organisée au Congo. Pour chercher des institutions qui sont vraiment nationales au Congo, l'Église n'a d'équivalent que l'armée. Il y a l'armée et l'Église, qui sont les deux institutions qui sont souvent nationales. Et l'Église est bien implantée au Congo, avec des écoles, avec des institutions comme ça. Ça y fait que si l'Église est au milieu de ce dialogue, ça crédibilise, ça apporte un crédit à ce dialogue. Ça tempère les choses? Oui, ça permet de faire croire que non seulement la population qui est derrière l'Église, par-ci, par-ça aussi, peut-être aussi, il y a aussi la bénédiction divine aussi. Parce que l'Église parce qu'ils sont là derrière. L'Église donne cet aspect de neutralité. Parce que l'Église peut paraître comme étant neutre. Donc nous... Bon. Mais elle a aussi des intérêts dans tout ce qui se passe. Absolument. L'Église a un rôle, historiquement au Congo, le rôle de l'Église, c'était toujours d'amadouer les esprits, de faire de sorte que les Congolais qui voulaient se rebeller contre l'ordre colonialiste ne se rebellent pas. Parce que c'est l'Église qui doit travailler les esprits. C'est l'Église qui... Elle manipule, quoi. Ouais, c'est l'Église qui doit amener la population à accepter l'ordre établi. C'est l'Église qui doit gagner la population congolaise à espérer qu'il y aura une solution, mais pas maintenant, après la mort. En fait, quelque part, elle insère dans les esprits, dans, comment dire, dans le système, une sorte d'idée que c'est comme ça et que ça doit rester comme ça. Absolument. Parce que, quelque part, elle ramène toujours la religion dans ce qui se passe. Elle sert d'intermédiaire entre qui, en fait, la Senco? Entre l'opposition et le pouvoir, j'aimerais savoir.
Absolument. La Senko joue un rôle fondamental. Dans le sens que si l'Église catholique s'implique, ça veut dire quoi? On va le prendre au Ça veut sérieux. dire que c'est la base de l'Église qui s'implique aussi. D'accord. L'Église catholique, c'est la plus grande Église au Congo. Donc, ça donne cette sûreté-là, que l'Église est en train de jouer son rôle. L'Église est neutre, l'Église favorise le dialogue, la collaboration entre les classes sociales, enfin pas les classes sociales, entre les forces politiques au Congo, l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. C'est l'Église qui facilite ces dialogues-là. Donc l'Église apporte, si on veut dire, cette sorte de tampon. Donc l'Église donne une sorte de validité à ces processus de négociation qui se trouvent au Congo. Et comme l'Église s'est dit neutre, en ce moment-là, les gens, quand ils écoutent les négociations, ils pensent que c'est fiable, qu'ils doivent avoir confiance. Elles seront fiables, elles seront bien menées. Parce vu que c'est l'Église catholique. Absolument. L'Église est neutre et l'Église, c'est le servant de Dieu, tout ça, des trucs comme ça. Alors qu'en réalité... moi, je dis que c'est juste une image qu'ils utilisent. C'est juste une image. Quand je dis que c'est juste une image, c'est juste, voilà, comme il s'agit de catholiques, donc il y a Dieu derrière, ça paraît neutre, quoi. Mais en réalité, franchement, quand on regarde bien, qu'est-ce que vient faire la religion dans des histoires de politique? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Mais bon, on dit qu'ils sont là pour faire les intermédiaires, donc c'est comme ça, quoi. Mais je trouve pas ça logique, personnellement, quoi. Qu'ils soient impliqués dans des histoires de politique, quoi. Ils devraient se mêler de tous ceux qui regardent Dieu, quoi. Ils sont plutôt là pour aider les gens dans la souffrance, pour essayer de trouver des solutions, pour que les gens puissent, comment dire, se rattacher à Dieu. L'Église, c'est surtout ça, quoi. C'est essayer de sauver les gens, d'essayer d'aider les gens. C'est pas de trouver une solution entre le pouvoir et l'opposition. En fait, pour moi, personnellement, je vois pas pourquoi elle s'implique dans ces histoires-là, en fait, la Senko. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Hein. Comme j'ai dit, l'Église au Congo, c'est une force organisée. C'est une force nationale. L'Église catholique, elle est partout au Congo. Et si l'Église se mobilise contre tel acteur politique, cet acteur politique va sentir le poids de l'Église. Elle a un pouvoir absolument, absolument. De manipulation ou de solution. C'est ça la question. L'Église n'est pas là pour mobiliser les Congolais contre l'ordre établi. L'Église est là pour gagner les Congolais à respecter l'ordre établi. Tu appelles ça manipulation? Ouais, c'est vrai, c'est une sorte de manipulation, mais l'Église est là pour faire accepter l'ordre établi aux Congolais. Et ce rôle-là a été joué à merveille. Même à l'époque de l'indépendance, l'Église a pris position contre le gouvernement de Lumumba. Parce que ce système-là, enfin je veux dire, la Senko, elle est là depuis quand dans l'histoire? Depuis la colonisation ou elle est venue un peu l'Église après? catholique a été implantée avec la colonisation. Parce que, bon, si on va un peu plus loin, on peut se rendre compte que dans le royaume... Donc il s'agit toujours d'une domination. Absolument. C'est juste pour écraser en fait les gens, quoi. Absolument. Si L'Église catholique dépend de l'Église catholique internationale. L'Église catholique chez nous est contrôlée à partir du Vatican. C'est le Vatican qui nomme les cardinaux dans l'Église catholique à travers le monde. D'accord. Ça y fait que la loyauté de l'Église catholique, c'est premièrement vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du Vatican. La loyauté de l'Église, ce n'est pas au peuple congolais. Et ça, c'est aussi un facteur. D'accord. Et donc, en ce qui concerne, vous savez, les deux ailes, je voudrais savoir quel est le sens de l'existence des deux ailes au rassemblement. Je parle en fait de l'aile et l'aile Tshisekedi. Bon, il faut se rendre compte d'une chose. On a l'aile Olengankoi qui soutient Tshibala. Et Tshibala, maintenant, comme les gens le savent, il a été nommé Premier ministre par Kabila. Alors que nous savons très bien que Tshibala vient de l'UDPS, par exemple, et que Tshibala a été avec Tshisekedi, que Tshibala a été dans le rassemblement, tout ça. Et de notre côté, nous avons Félix Tshisekedi, qui est maintenant, donc, la plupart des Congolais acceptent ça, le leader donc, de l'UDPS. Les gens s'attendent à ce que l'UDPS soit nommé au poste de Premier ministre, dans la direction de l'UDPS, donc Félix Tshisekedi. Et tout à coup, on voit Tshibala, on voit Olengankoi qui sort avec un autre groupe qui se réclame aussi du rassemblement. Ceci pour dire que nous avons deux ailes qui se réclament du rassemblement congolais, mais ces deux ailes poursuivent la même chose. Ils veulent être le premier ministre du régime Kabila. Alors que l'aile des Olengankoi
les gens l'accusent d'avoir trahi le rassemblement. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons déjà dit au départ, l'opposition chez nous ne représente pas le futur peuple congolais comme tel. Les gens deviennent des politiciens au Congo juste pour se servir. Et on voit exactement avec l'opportunisme de Tshibala et d'Olenga Nkoy, pour eux, c'était juste une opportunité, non pas d'être loyal à leur groupe de rassemblement, auquel donc ils font partie, mais ils sont avant tout loyaux à leur propre carrière. Ils veulent avant tout acquérir ce poste de Premier ministre aux dépens des accords qu'ils avaient faits à l'intérieur du rassemblement. Donc, s'ils étaient en désaccord avec Félix Tshisekedi, ils devaient faire ça au sein du rassemblement. Ils devaient appeler un meeting, discuter, voilà, on n'est pas d'accord sur ça et ça et ça. Non, on n'a pas vu ça. Tout ce qu'on a vu, Olenga Nkoy et Tshibala ont pris des contacts avec Kabila et ils ont accepté le poste de Premier ministre, alors que la population s'attendait à ce que le poste de Premier ministre revienne à Félix Tshisekedi. Juste pour dire que c'est le poste de Premier ministre, c'est les intérêts personnels qui motivent donc, des politiciens donc, au Congo. En dernière analyse, ce qui nous intéresse, c'est la population de prendre compte qu'au Congo, les politiciens, c'est avant tout des opportunistes. Des gens qui veulent juste faire avancer leurs intérêts personnels. Tshibala et Olenga Nkoy, ils ne sont pas les seuls. C'est juste une preuve de plus. Non, mais là, ce qu'on voit, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a, en fait, une division. Le problème, c'est que quand il y a la division, c'est parce que les gens cherchent leur propre intérêt. C'est pour ça qu'il y a des sortes de guerres, on va dire. Absolument. Ils veulent s'arracher le poste. Mais en fait, s'il y aurait en fait de l'unité, l'unité fait qu'on travaille ensemble pour le peuple, quoi. Parce que normalement, quand on va au pouvoir, c'est pour aider le peuple. Mais là, ça accuse, moi, je trouve. Ce genre de comportement, ça montre vraiment qu'ils sont là que pour eux. Et même s'ils vont essayer d'amadouer le peuple pour que les gens puissent voter pour eux, en fait, il faut avoir les yeux ouverts, quoi. Ça démontre, en fait, qu'ils ne sont pas là pour le peuple, quoi. Ce genre d'attitude-là, ouais. La division. Absolument. Parce qu'on comprend très bien s'il y a une division entre les deux ailes. Si on me disait que... Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter avec ce genre de comportement-là? Si on me disait qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a une aile qui ne veut pas collaborer avec Kabila, qui demande le départ du régime Kabila, je comprenais. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les deux camps sont d'accord pour accepter les postes des premiers ministres. Et l'aile de Tshibala et Olenga ont pris les devants. Ils ont délaissé leurs amis dans le rassemblement, ils ont pris les devants, etc. Alors que le point de départ doit être le départ de ces régimes-là. L'ordre qui nous a imposé le régime de Kabila doit être démantelé. Il n'est pas question de devenir Premier ministre de ce régime-là, mais plutôt démanteler ce régime-là. Démanteler l'état du régime Kabila. Il doit être démantelé, parce que cet état-là est responsable de tous les maux du Congo, du génocide qui se passe chez nous, du pillage du Congo, rien ne marche au Congo, Kinshasa se trouve dans un état tellement chaotique. Donc les routes sont complètement donc, détruites, etc. Les écoles ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne. C'est un groupe de malfaiteurs, des gangsters, des voleurs, des pilleurs, etc. Il n'y a rien à négocier avec eux. Donc s'il y a une division au sein du rassemblement, si c'était basé sur ça, on allait comprendre. Mais alors que la division, ce n'est même pas une question de principe. Hein. Le principe, c'est qu'on ne veut pas des gouvernements, on ne veut pas d'un régime de démission nationale. On ne veut pas d'un régime de trahison nationale. On ne veut pas collaborer avec un régime de trahison nationale. Parce que le régime de Kabila, c'est un régime de trahison nationale. C'est un régime qui est là juste pour faciliter le pillage du Congo. Comment voulez-vous collaborer avec ces régimes-là? Et comment voulez-vous faire une concurrence entre l'aide Tshisekedi et l'aide de Olenga Nkoy qui va être Premier ministre? On ne veut pas de Premier ministre de ces régimes-là. Ces régimes-là doivent être démantelés. Tant qu'ils ne règlent pas aussi les problèmes qu'il y a, on va dire, pas dans la société, mais les souffrances qu'il y a, que le peuple est en train de subir, tant qu'ils ne règlent pas les vrais problèmes, ils auront du mal aussi, en fait, à être, comment dire, une classe politique sérieuse, élevée, puisque, bon, le prêtre a dit quand même une vérité, qu'elle est médiocre, la classe politique, quelque part. Donc, bon, ça c'est juste une parenthèse. Je voulais savoir, en fait, concernant, on va parler du génocide, puisqu'on en a parlé,
concernant les génocides. Donc, il y a 40 fosses communes qui ont été découvertes. En fait, c'est un génocide qui continue jusqu'aujourd'hui face à l'indifférence du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment ça. La médiocrité de la classe politique congolaise est là. Il y a les génocides au Congo, il y a 40 fosses communes à Tchimboulou et dans les environs de Tchimboulou. 40 fosses communes, je ne sais pas combien de cadavres on met dans chaque fosse commune. Une fosse commune. Et il n'y a même pas une crise nationale. Les régimes de Kabila continuent à fonctionner comme si rien ne se passait au Congo. Alors que dans un pays donc normal, dans un pays où le gouvernement travaille pour la population, les Congo allaient déclarer peut-être, je ne sais pas, une semaine des journées de solidarité avec la population congolaise dans les Kasaï. On allait avoir des plans d'urgence pour supporter la population de Tchimboulou, etc. Alors qu'il n'y a aucune mobilisation nationale au Congo en faveur des victimes du génocide donc à Tchimboulou. En fait, le massacre, le génocide à Tchimboulou, c'est une raison de plus pour que le régime de Kabila soit chassé. On ne peut pas négocier avec un régime génocidaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est une raison de plus, un argument de plus pour les Congolais de se mobiliser contre ce régime-là. Alors, maintenant qu'on nous donne de se mobiliser, parce que personne n'est pas le faire à notre place. Alors maintenant qu'on est un groupe de politiciens dont le seul souci, c'est de devenir Premier ministre, d'être membre du gouvernement de ce régime-là, c'est une trahison. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, c'est un appel doit être fait à tous les Congolais de s'organiser pour mettre fin au génocide. Le génocide doit trouver une place essentielle dans les discours politiques de tous les Congolais. À chaque fois qu'il y a un meeting, à chaque fois qu'il y a eu une commémoration, de quelle que soit sa nature, les génocides doivent être présents dans la tête de tous les Congolais. Dans l'histoire, quoi, bien sûr. Mais c'est aussi une question d'actualité. C'est-à-dire que le génocide congolais, ce n'est pas comme le génocide arménien dans le passé. C'est maintenant. Ça continue. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est-à-dire que la politique au Congo, les gens qui dominent le Congo, leur politique nationale au Congo, c'est le génocide. Massacre à grande échelle des Congolais. Tuerie des femmes, viol des femmes. Mutilation des corps, etc. Dépopulation de certains territoires du Congo. Parce que si donc, vous voulez dire que ça fait partie de la politique? Oui, c'est une politique nationale qui est appliquée au Congo depuis 20 ans. On tue, donc c'est-à-dire qu'il faut réduire la population, il faut contrôler les Congolais, il faut intimider les Congolais, il faut briser l'esprit des Congolais à se battre, à penser à leur futur. Donc briser l'esprit des Congolais, les forcer à accepter la domination. Une fois qu'on accepte la domination, en ce moment-là, les Congos ne sera plus à nous, les Congolais ne passeront plus à leur futur. Parce qu'en ce moment-là, ils ont accepté que l'ordre qui existe chez nous doit exister, doit continuer à exister. Ce qui fait que la question de génocide, c'est une question prioritaire. Que les Congolais doivent se mobiliser partout où ils se trouvent. Ils doivent en parler. Se mobiliser en faisant quoi, vraiment? Parce qu'il y a quand même des manifestations qui ont été faites, je me souviens, après le 19 décembre, là. Mais quand le peuple sort pour manifester, les policiers tirent dessus, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire une manifestation au Congo? Une révolution, pardon. Comment on peut se mobiliser, pour dire clairement? Il y a plusieurs choses. Premièrement, je commence par les gens qui sont à l'extérieur. L'opinion internationale ne reflète pas ce qui se passe au Congo. C'est à nous de créer une opinion internationale. C'est-à-dire que si quelqu'un est informé, une partie de cette opinion internationale, de cette personne informée, doit être le génocide congolais. Alors pour l'instant, le génocide congolais ne fait pas partie de l'opinion internationale. C'est-à-dire que l'opinion internationale n'en parle pas, ou la communauté internationale n'en parle pas. Donc c'est aux Congolais partout, c'est tout, dans les quartiers, au boulot, dans les écoles, dans les universités, dans les églises. Nous devons parler du génocide de Congo. On doit en parler. Et plus, nous devons gagner, partout où nous nous trouvons, nous devons gagner la population du pays dans lequel nous vivons à comprendre le génocide congolais et à prendre position contre le génocide congolais et à supporter le Congolais dans sa lutte
pour que les génocides congolais soient reconnus internationalement. Pour l'instant, il n'est pas reconnu. Mais ça, c'est le travail des Congolais. Ce n'est pas le travail de la presse occidentale. La presse occidentale ne fera pas ça. C'est à nous de le faire. Donc ça, c'est une des tâches que nous devons faire ici. Et au Congo... Mais ne pas attendre les manifestations pour parler de ça. Non, influencer ces manifestations pour que nos manifs prennent de l'ampleur. Pour que ces manifs-là projettent loin le but donc, stratégique donc, du peuple congolais. Un de ces buts, c'est gagner l'opinion internationale à reconnaître les génocides du Congo. Bien sûr. Parce que les Congolais parlent de quoi? Les Congolais parlent de la fin de la lutte, les Congolais parlent de la fin de l'impunité. Et la fin de l'impunité passe par la reconnaissance du monde international du génocide congolais. À ce moment-là, on peut maintenant commencer à parler de la fin de l'impunité. Ça, c'est juste un des points. Un autre point, pour les Congolais qui sont à l'intérieur, on travaille ensemble. Maintenant, nous devons aussi faire nos demandes. Et une de ces demandes-là, c'est reprendre ce que nous demandons ici, la reconnaissance du génocide congolais, au Congo même. Et ceci demande la fin ou le démantèlement de l'État des Kabila. C'est-à-dire que quand nous disons nous voulons la démocratie au Congo, nous voulons le démantèlement de l'État génocidaire. Et ceci doit être une des demandes des Congolais qui sont à l'intérieur, mais on travaille ensemble. Il y a d'autres aspects aussi. On doit systématiser les génocides au Congo. Là, au Congo, actuellement, par rapport au génocide, il n'y a pas d'endroit où on peut venir se recueillir par rapport à tous ces morts qu'il y a. Non, je pense pas. Il n'y a rien du tout qui représente les génocides au Congo. Je ne pense pas. Je ne suis pas au courant. Mais que dit Kabila? Que fait Kabila en fait? Kabila n'est pas là. Ça le regarde pas. Kabila n'est pas là pour résoudre les problèmes du peuple congolais. Kabila est là pour appliquer le programme de ceux qui l'ont mis en place. Et alors la Senko, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle est là en tant que, bon, c'est la religion, c'est Dieu. Ouais. Il y a des morts, il y a des génocides au Congo. Il y a du sang qui coule. En tant que, je veux dire, ce sont des croyants, quoi. Ils devraient avoir un cœur, ils devraient parler de ça. Est-ce qu'ils parlent de ça lors de leur rassemblement? Je ne sais pas. Pour que la Senko et le reste de la classe dirigeante congolaise parlent de ce que nous disons maintenant, il faut qu'il y ait un mouvement par le bas qui fait pression sur les gens d'en haut. C'est-à-dire que le peuple d'en bas doit être organisé indépendamment des gens qui dirigent du Congo. Et que le démon du peuple congolais doit articuler les soucis de tous les jours donc, des Congolais d'en bas. Donc elle n'a pas de soucis par rapport à ce qui se passe, la Senko, par rapport au génocide. Elle est au courant. Même s'ils ont ces soucis-là, mais il faut dire que la Senko, l'Église catholique, fait partie de l'Église catholique internationale du Vatican. Ils ont une ligne. Quelle est la ligne du Vatican à suivre? Parce que Kagame, il n'y a pas longtemps, était au Vatican. Il a été accueilli là-bas et puis le pape a demandé pardon pour le génocide rwandais. Est-ce que le pape est ignorant des génocides congolais? Pour les génocides rwandais? Bien sûr. Est-ce que le pape est ignorant des génocides congolais? Non, il n'est pas ignorant, il le sait. Mais il faut qu'il y ait une pression par le bas, internationale. Et c'est le rôle des Congolais, des combattants, des résistants, Mais il faut aller dans les églises catholiques, alors ça veut dire? Il faut leur faire reconnaître qu'ils parlent là-bas aussi. Absolument. Au Vatican, que le Vatican parle à la Senko. Alors. Il faut populariser. Il y a des choses à faire autour de l'église. En fait. Il faut populariser les demandes du peuple congolais. Donc, reconnaissance du génocide congolais, ça c'est une demande. Démantèlement de l'État génocidaire de Kabila, c'est aussi une demande. On veut que tous les généraux, tous les officiers impliqués dans l'organisation des massacres à Tchimboulou et ailleurs soient arrêtés et démis de leurs fonctions. Ça c'est une demande que nous devons faire. On veut que tous les dirigeants du régime Kabila qui sont impliqués dans le crime de sang et dans les crimes économiques contre les Congos soient aussi arrêtés et mis en prison. Des choses comme ça. Mais ceci ne va pas se faire parce qu'on n'a pas, c'est une demande. Mais pour que cela soit appliqué, il faut que l'organisation qui va appliquer ça existe aussi. Bien sûr. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'organisation pour appliquer ces décisions. Donc, c'est des demandes. Il faudrait qu'il y ait une organisation qui soit, comment dire, qui soit là juste pour le génocide. Pour ça et qui s'approche de toutes ces organisations-là dont on parle. C'est pour ça que j'aime les titres de ces programmes. Informer, éduquer pour agir. Donc, nous avons des tâches à faire. Donc, une de ces tâches-là, c'est gagner le monde entier à reconnaître les génocides du Congo, du peuple congolais, mais aussi organiser les Congolais pour qu'on puisse appliquer les décisions qui vont
démanteler cet État génocidaire et aussi mettre fin à l'impunité commise par les généraux, les officiers, parce que Kabila n'est pas seul. Donc il y a des choses à faire. Il y a une équipe qui applique cette politique-là. Donc il ne faut pas que Kabila soit le seul. On veut que tous ces gens-là, qui sont autour des Kabila, qui sont responsables de ces génocides, ceux qui sont congolais, comme ceux qui ne sont pas congolais, payent pour ça. Donc il y a les Kanyama, les Kalev, et tous ces gens-là, les John Nimbi, mais ils vont payer, mais aussi les Kagame, les Kababere, les Museveni, etc. Il y a les Clinton, il y a tous ces gens-là. Non, mais tant qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent rien faire. C'est comme s'ils étaient, comment dire, intouchables. Mais une fois que le pouvoir se termine, à la fin, ils peuvent être jugés. Donc ça va être chaud en fait pour Kabila. C'est la tâche du mouvement. C'est la tâche du mouvement de libération du peuple congolais. Hein. C'est mettre fin au pouvoir néocolonial de ces gens-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous voulons la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est aussi la destruction, la fin du pouvoir des génocidaires. Bien sûr. On ne peut pas avoir les deux choses en même temps. On veut la démocratie, mais on ne fait rien pour démanteler ce système-là. C'est pour ça que nous disons que cette classe politique congolaise, elle est médiocre. Et en plus, elle ne sert à rien du tout. Donc il faut maintenant organiser par le bas, créer de nouvelles structures, créer un mouvement pour lutter contre cet État génocidaire et appliquer les décisions qui vont venir par le bas. Dans le cadre de ce mouvement. Et concernant la communauté internationale, qu'est-ce que la communauté internationale pour le Congo en fait? Bon, c'est une duperie. Souvent, vous entendez dire, les Congolais dire que la communauté internationale va nous aider, va nous accompagner. Vous savez, si quel on est son rôle? Ouais, j'y arrive. Vous savez, si quelqu'un est un gangster, un voleur, quelque chose comme ça, il ne va pas dire à tout le monde que moi je suis gangster, moi je suis un voleur. Il va essayer de masquer ça. Bien sûr. Et la communauté internationale, c'est juste le même force politique qui nous ont colonisés. C'est les colonisateurs. Mais ils ne disent plus, nous sommes les colonisateurs. Ils disent que, et ça sonne bien, la communauté internationale. Et c'est quoi? C'est la volonté des États-Unis, c'est la volonté de la Grande-Bretagne, la volonté de la France, la volonté des pays qui ont le pouvoir, des pays dominants, contre la volonté des pays dominés. Vous voyez? Donc ce sont eux qui se cachent derrière la communauté internationale. Quand ils disent que la communauté internationale va nous accompagner avec la MONUSCO, qui contrôle la MONUSCO, qui contrôle les Nations Unies, ce n'est pas les Togo, ce n'est pas le Sénégal, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France. C'est ce qui veut dire que dans la communauté internationale, il y a tout c'est le reflet de l'ordre international qui ne veut plus se présenter directement comme il le faisait par le passé, mais il passe par ces noms-là des communautés internationales pour tromper les Congolais, les Africains en général. Mais nous devons créer notre communauté internationale. Dans le sens que quand nous gagnons l'opinion des gens du monde, qu'au Congo, il y a un génocide. Quand nous gagnons l'opinion des gens du monde entier que vous devez être en solidarité avec les Congolais, nous sommes aussi en train de participer à la redéfinition de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pays qui luttent. Le Congo n'est pas le seul pays dominé. Il y a le Venezuela qui se bat, il y a la Bolivie qui se bat, il y a la Syrie qui se bat. Et il y a toutes ces communautés des pays qui se battent. Nous pouvons aussi former notre communauté internationale à nous, qui sont contre l'ordre établi, par exemple. Donc, pour être bref, disons aux Congolais que quand on entend dire la communauté internationale, les États-Unis, la France, tous ces pays-là ne représentent pas la vraie communauté internationale. Parce que la majorité de la planète, des gens de la planète, la majorité c'est des pauvres. Donc on ne peut pas dire que les États-Unis représentent les pauvres, pas du tout. Ou la France représente les pauvres, pas du tout. Ça il fait qu'ils ne représentent pas, ils représentent les puissants. Donc en fait il n'y a pas d'avantage. Profiteurs. Il n'y a pas d'avantage pour le peuple au Congo quoi. Non, nous, on n'a aucun profit à tirer s'il faut qu'on compte sur, soi-disant, la communauté internationale. Non. D'accord. Et alors, quelles sont les transitions que nous voulons au Congo pour la force politique qui est au pouvoir et pour l'opposition en fait? Quelle est la transition en fait, que nous voulons? Ça, c'est une question fondamentale pour tous les Congolais qui nous écoutent. La plupart des Congolais pensent que la transition commence par la tenue des élections. C'est comme ça que les Congolais pensent. Ils pensent que tout ce qu'on veut, c'est des élections. Une fois qu'on a ces élections-là, les choses vont aller mieux. Non.
La transition commence par la fin du régime des malfaiteurs au Congo. C'est-à-dire que Les malfaiteurs, ce sont les hommes politiques? le pillage, ceux qui facilitent le pillage au Congo, ceux qui facilitent la corruption, ceux qui facilitent la fermeture des écoles, ceux qui facilitent la destruction des hôpitaux, ceux qui facilitent la guerre chez nous, ceux qui facilitent le trafic de minerais au Congo, ceux qui facilitent la vente de passeports. Au lieu qu'on donne aux Congolais le passeport qui lui revient des droits, parce qu'il est Congolais, il a un droit à un passeport. Non, on organise la vente de passeports pour s'enrichir aux dépens du Congo. C'est nos passeports à nous. Donc, il faut qu'il y ait une rupture avec le représentant de l'ordre international au Congo. S'il n'y a pas de rupture avec ces représentants-là, nous, on les appelle les compradors, les bureaucrates, qui représentent rien de plus que les intérêts des étrangers. Ils sont là pour représenter les intérêts des étrangers. Ils n'ont rien à foutre du développement du Congo, de l'industrialisation du Congo, de la construction des hôpitaux au Congo, de la paix au Congo. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont seulement intéressés par une chose, c'est remplir les poches et servir les intérêts des étrangers. Il faut qu'il y ait une rupture avec cet ordre-là qui exige de nous d'être des fournisseurs des matières premières. Ça, c'est la transition. Et aussi, le fait que les Congolais soient organisés autour de leurs besoins fondamentaux. C'est-à-dire que la transition doit être organisée autour des besoins fondamentaux du peuple congolais. Bien sûr, droit à la nourriture, droit à la santé, oui, droit au logement, droit au transport, droit d'avoir un passeport. L'hospitalisation, tout quoi. La transition commence par la satisfaction du bien-être de l'être humain. Donc ça commence par là. Il faut mettre fin à l'ordre qui existe, qui considère normal que les Congolais soient un peuple affamé, un peuple terrorisé, un peuple violé. Cet ordre-là doit être complètement mis fin. Le dernier point, c'est que les processus de démocratisation doivent revenir au peuple. C'est-à-dire que le peuple doit avoir la possibilité de choisir qui il veut et d'appliquer des décisions de l'expression électorale. Au Congo, maintenant, ça fait depuis 60, depuis Lumumba jusqu'à maintenant, peu importe celui qui gagne les élections au Congo, c'est l'ordre international, soit disant la communauté internationale, qui décide qui va rester au pouvoir, qui va gagner. Lumumba gagne, on dit non, on ne veut pas de toi. Tshisekedi gagne, on dit non, on ne veut pas de toi. Bemba gagne, on dit on ne veut pas de toi. Donc, il faut, la transition, ça commence par là, que la décision électorale du peuple congolais doit être respectée, doit être appliquée. Si on n'a pas le moyen de faire respecter ça, il n'y a pas de transition. Et ça demande un État nouveau, une armée nouvelle. Il faut construire une armée nouvelle, une volonté de défendre le respect électoral du peuple congolais. La transition va commencer par là. C'est juste un début. Ouais. Quand vous dites construire, donc il faut créer en fait quelque chose de plus fort par rapport à ce qui existe déjà, quoi, en fait. C'est-à-dire que la décision de ce qui va être appliqué au Congo doit revenir au peuple congolais organisé indépendamment des agents, des étrangers qui sont au moment où nous parlons au pouvoir et dans l'opposition. Ce sont les représentants des intérêts étrangers qui dominent le peuple congolais. Il faut mettre fin à ça. Si on ne met pas fin à cela, il n'y aura pas de transition. Il n'y en aura pas. Quelles que soient les élections, il n'y en aura pas. Et concernant la crise alors qui sévit au Congo, quelles en sont en fait les résolutions qu'on peut prendre? Quelles sont les résolutions qu'on peut prendre pour que le Congo avance, quoi? On fait un appel au peuple congolais. Nous devons donc, nous ne devons pas attendre. Nous devons nous organiser autour de nos besoins fondamentaux. Nous voulons la fin du génocide. Nous voulons la fin de la domination étrangère au Congo et nous voulons répondre rapidement à la situation catastrophique qui existe au Congo. Il faut formuler des plans pour répondre à la catastrophe. C'est une catastrophe au Congo, sur tout le plan. Bien sûr. Donc, on ne peut pas parler du peuple congolais si on n'a pas un plan pour au moins commencer à juguler, à neutraliser cet état de catastrophe qui existe au Congo. Et ceci doit commencer avant tout par juste lancer un appel pour les Congolais. On dénonce, mais on fait un appel aux Congolais d'agir. Agir veut dire organisons-nous pour qu'on puisse mettre des plans.
Mais il y a plusieurs en organismes place. qui peuvent nous aider hein, en Europe. Hein. C'est pas forcément qu'on doit créer. On peut déjà se rendre à côté de plusieurs organismes comment dire, qui est là pour la solidarité. Il y a beaucoup de la Croix-Rouge, par exemple, qui sont là, soi-disant, pour la solidarité. Mais on peut approcher beaucoup d'organismes pour parler, en fait, de ce qui se passe au Congo, pour qu'ils nous aident, parce qu'on a besoin d'eux, quoi. J'aime bien, l'aspect de cette question-là. La solution pour le Congo doit venir des Congolais eux-mêmes. Il y a des organisations qui existent, souvent créées par le même ordre international qui maintient les Congos dans l'esclavage. Bien sûr. Et la charité, si cette charité vient de ce même ordre international, il n'y aura pas de changement. La Croix-Rouge existe au Congo. Ça existe déjà au Congo. Oui, c'est un exemple. J'ai pris vraiment le mauvais exemple parce que je sais que la Croix-Rouge, franchement, elle est aussi, comment dire, impliquée. Juste pour être bref, toutes ces organisations n'ont pas été créées pour résoudre les problèmes du Congo, mais plutôt pour gérer la misère du Congo. Voilà. C'est juste une mascarade, quoi, encore une fois. Exactement. Une image, quoi. On va aller donc concernant les actus africaines. Alors, il y a une crise politique en Afrique du Sud. On sait que l'opposition et une partie de l'ANC demandent, en fait, à M. Jacob Zuma de quitter, en fait, de partir. Il demande le départ, en fait, de M. Jacob Zuma. C'est intéressant de savoir qu'il y a une crise en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud est donnée comme exemple de démocratie aux Africains. Ce que les Africains doivent comprendre, c'est qu'il y a une lutte d'influence qui se passe en Afrique du Sud. Il y a un groupe représenté par Zuma qui s'associe avec des intérêts indiens, chinois, dans les groupes des BRICS, comme ils disent. Donc il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et donc il y a une tendance là, au sein de la classe dirigeante de l'ANC qui préfère l'alliance avec ces groupes-là. Mais il y a aussi un autre groupe qui est lié aux Blancs, aux settlers, aux colonisateurs, des gens qui ont pris la terre d'Afrique du Sud depuis 3-4 siècles, qui préfèrent maintenir l'Afrique du Sud sous l'influence de l'Europe, des États-Unis, etc. Donc il y a un conflit, non pas pour résoudre les problèmes du peuple, mais plutôt quelle alliance doit dominer l'ANC. Donc Zuma représente une alliance avec ces groupes-là. Et au sein même de l'ANC, de Jacob Zuma, il y a des gens comme Cyril Ramaphosa, qui est depuis les vice-présidents, qui dénoncent Zuma, alors qu'il est le vice-président. Ils sont dans la même organisation parce qu'ils représentent deux intérêts différents. Il y a le groupe qui va avec le BRICS, il y a un groupe qui va avec les BRICS, ça c'est Zuma, et un autre groupe qui va avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Donc il y a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zuma et l'Afrique du Sud a des intérêts au Congo. C'est intéressant pour les Congolais de comprendre comment est-ce que Zuma, comment est-ce que l'Afrique du Sud est en train d'être aussi bousculé par la crise. Ça va nous permettre aussi de comprendre qui sont les alliés de Zuma et comment est-ce qu'ils vont agir au Congo, et qui sont contre Zuma, comment est-ce qu'ils vont agir au Congo. Donc c'est bon pour les Congolais de comprendre ce qui se passe au Congo, mais de comprendre aussi tout groupe qui a des intérêts au Congo, comment est-ce que ce groupe-là réagit face à la crise qui sévit chez lui. Et comme ça, parce que ces crises-là vont s'entrecouper à un moment donné. Donc on commence à voir là où va Zuma, et Zuma ne va pas rester longtemps au pouvoir, d'après ce que je vois, parce que déjà, au sein de son organisation, on demande son départ. On n'attend pas qu'il y ait des élections, mais on prépare déjà le départ des Zuma, pas démocratiquement, pas par des élections, mais il prépare le départ des Zuma donc, dans cette lutte d'influence. On dénonce Zuma comme, c'est vrai, Zuma essaie d'exproprier beaucoup d'argent pour construire une grande maison qui a coûté une fortune, tout ça. Et c'est les propres de tous les gens africains. Ils utilisent l'argent public pour le faire. Mais parce qu'ils sont contre la tendance que Zuma représente, ils utilisent le fait qu'il a mis la main dans le trésor public pour dénoncer Zuma, non pas pour dire que personne dans cette classe-là ne doit s'enrichir aux dépens du peuple. Ils sont tous pour, mais plutôt pour faire chercher Zuma du pouvoir. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est à cause de ce qui se passe là en Afrique du Sud qu'il y a alors tous ces meurtres-là, on va dire, parce que on m'a dit en fait qu'il y avait des gens qui étaient aussi... il y avait une guerre civile, quoi, en fait, on m'a dit. Je ne sais pas si vous parlez de... C'est à cause de la crise politique qu'il y a cela aussi, qu'il y a des meurtres. L'attaque des Africains qui ne sont pas de l'Afrique du Sud. Voilà, les attaques des Africains. Oui. C'est aussi intéressant parce qu'en Afrique du Sud, la réalité est la suivante.
Le peuple a mis beaucoup d'espoir sur l'ANC pour que l'ANC résout les problèmes du peuple, mais l'ANC n'a rien fait. Et pour la simple raison que les Européens qui ont organisé la réconciliation entre l'ANC et les dirigeants de l'apartheid, ils l'ont fait pour sauver le système d'exploitation européen. Ils n'ont pas fait pour résoudre les problèmes du peuple. Mais ils ont fait ça en échange. Les dirigeants de l'ANC se sont enrichis. C'est-à-dire que les dirigeants de l'ANC ont arrêté, ils ont déraillé la révolution. En échange, on les a enrichis, on les a corrompus. Ils ont accepté ça, en fait. Alors maintenant, le peuple veut continuer la lutte. Le peuple est en colère. Le rôle de dirigeant de l'ANC maintenant, c'est de canaliser la colère du peuple africain en Afrique du Sud, non pas contre les Européens qui nous ont confisqué notre terre ou contre les dirigeants de l'ANC qui ont trahi le peuple. Ils dirigent leur colère contre les pauvres noirs venus du Nigeria, de la Somalie, du Congo, etc. Donc c'est un moyen, c'est une sorte de tribalisme, si je peux dire. Au lieu de mobiliser la population contre le vrai fausseur, contre les vrais dirigeants qui ont trahi donc, la population, on dirige la colère du peuple contre une autre partie du peuple. Donc le peuple noir, les pauvres, noirs. C'est un système qui existe un peu partout, quoi. Même au Congo, c'est comme ça. Ils embrouillent en fait les gens, ils les battent et puis ils continuent de profiter, quoi. Absolument. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc c'est les Noirs d'Afrique du Sud qui attaquent les Noirs africains d'ailleurs. Au lieu de s'unir ensemble pour construire une Afrique forte qui va profiter aux Noirs d'Afrique du Sud et aux Noirs du Congo, du Nigeria. Donc ils font les boulots des traites sans le savoir. Ils facilitent le travail des gens qui ont trahi l'Afrique sans le savoir. Parce que si un pauvre d'Afrique du Sud s'attaque à un pauvre du Congo, de l'Angola, de Mozambique, c'est... Moi, je trouve que la politique, c'est... Voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont déguisés en costume, mais en vérité, ce sont des truands, quoi. Ce sont des barbares, ils sont violents. Ils sont pires même que ceux qui sont arrêtés dans la rue pour vol, pour ceci, pour cela, comme on les appelle en Europe, même en France, quoi, les racailles et tout et tout. Il y a de l'hypocrisie, quoi. Absolument. Parce qu'ils arrêtent des petits jeunes comme ça, mais ils font pire que ces petits jeunes. Absolument. La politique, je trouve ça sale, personnellement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont les mains sales, quoi, pleines de sang, de vol, tellement de choses, quoi. La politique, telle qu'elle est conçue pour c'est pas pour les gens de droit, j'ai l'impression. Non, la politique n'est pas pour les gens conçue honnêtes. pour résoudre les problèmes du peuple. La politique est conçue pour maintenir le pouvoir de la classe possédante. Les gens qui contrôlent les grandes usines, les grandes mines. Donc, la politique est là pour maintenir la domination des nations opprimantes sur les nations opprimées. C'est ça la politique pour eux. Maintenir ce qu'on appelle le statu quo, que rien ne change, que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Que les riches continuent à s'enrichir, que les pauvres continuent à s'appauvrir. C'est ça la politique. Pour changer ça, il faut que les pauvres soient éduqués, informés, éduqués et agissent pour mettre fin à la pauvreté. Ah, donc c'est possible qu'il y ait un changement alors? Absolument. C'est pour ça que les oppresseurs travaillent jour et nuit pour remplir les têtes des pauvres. Ils doivent se réveiller, être informés. Il ne peut pas y avoir de changement. C'est pour ça que la radio, la télé existent, l'école existe pour éduquer les pauvres à accepter la situation des pauvres. Voilà. Mais les mouvements sont là pour réveiller, justement, pour éduquer, pour parce que les oppresseurs, ils acceptent seulement le changement individuel. C'est-à-dire que moi, je peux changer ma situation en tant qu'individu. Je deviens un grand docteur, un grand prof, on me donne un grand boulot, je change ma situation. Ça, c'est acceptable. Mais si j'ai dit, organisons-nous, le peuple congolais, le peuple africain, organisons-nous pour changer notre situation, ça, c'est pas accepté. Pas de changement collectif. On veut que le changement individuel. Et nous sommes comme ça. Et c'est ce que Chibala représente. C'est un changement individuel. Il va résoudre ces problèmes, mais pas celui du peuple. On est comme ça, on est encore. Et tous les opportunistes là qui sont au Congo, ils sont pour le changement individuel, mais ils utilisent l'énergie collective. Ils mobilisent la collectivité. Ils fatiguent les gens pour rien. Ouais, on va passer aux actualités internationales par rapport au premier tour électoral qu'il y a eu en France, par rapport aux élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en dites en fait Bon, on va dire rapidement ce qui se passe en France. C'est juste les dirigeants français qui essaient de résoudre ce qu'ils comprennent comme la crise en France. La France n'est plus la puissance industrielle qu'elle était autrefois. L'Allemagne la défense, la dépasse donc largement.
la France n'est plus donc ce qu'elle était d'après les gens français. Donc il y a une crise profonde en France. Donc les élections en France, c'est avant tout pour résoudre les problèmes des Français. Et ce n'est pas une preuve de la démocratie. Parce que pour les Africains qui regardent les élections, ils disent, voilà, c'est ça la démocratie. Ils oublient une chose. La France avant les élections et la France après les élections continue d'exploiter l'Afrique. Avant et après. C'est bien pour ça que la je France s'enrichit au dépens de l'Afrique. Oui. Qu'il y ait élection ou pas, la France s'enrichit. Ce qui fait que pour les Africains, pour que la France soit vraiment démocratique, il faut que, un, la France-Afrique soit détruite. Et deux, que la France repaye à l'Afrique ce que la France a pillé en Afrique. Ça, je dirais que c'est une décision démocratique. En tout cas, on est sur la même pensée. Que les bases militaires françaises qui sont en Afrique soient démantelées. L'Afrique doit se défendre elle-même. On n'a pas besoin de bases françaises en Afrique. S'il faut qu'il y ait des bases françaises, qu'elles restent en France. Voilà. La France, c'est en France. La France, c'est pas en Afrique. Et aussi, les candidats, donc il y a tous les 4 candidats, bon, maintenant il y en a 2, que les Africains ne se trompent pas, que ce soit Le Pen ou Macron, tout ce que les Africains vont recevoir, c'est des promesses. Macron va promettre beaucoup de choses aux Africains, et les Africains vont voter, j'imagine, ils vont voter pour Macron parce qu'ils disent que ne votez pas Le Pen, c'est un danger, un truc comme ça. Mais ils oublient que ce n'est pas Le Pen qui a chassé Gbagbo du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Le Pen qui contrôle la France-Afrique. Ce n'est pas Le Pen qui contrôle la République centrafricaine, etc., etc. Et les coups d'État contre Sankara, etc. Tout ce que la France a fait en Afrique, Le Pen n'était pas au pouvoir. Il fait que ce soit Le Pen ou que ce soit Macron, la politique française, c'est avant tout satisfaire les intérêts de la France. Et les Africains doivent être clairs là-dessus. Mais s'il faut que... Enfin, je m'arrête là parce qu'on est possible par le temps. Non, moi personnellement, moi je vais donner une continuité. Dernièrement, en fait, on m'avait appelé pour aller voter. Mais parce que moi-même, je suis de nationalité française. Et je me suis dit non, je ne vais pas aller voter parce que je vais aller voter pour des personnes qui vont continuer à voler l'Afrique. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Mais dans le fond, ce qu'on demande, nous, c'est qu'ils se détachent, quoi. Parce qu'ils veulent qu'on aille voter pour des gens, on veut bien. Mais qu'est-ce que ça va sauver? Qu'est-ce que ça va aider, en fait? Qu'est-ce que ça va changer? Un vote de plus, qu'est-ce que ça va faire? Les Africains... Est-ce qu'il y a une connexion entre l'Afrique et la France du fait d'aller voter, quoi? De toute façon, même si je ne vote pas, je ne pense pas... La connexion est la suivante. La France fait partie de ce qu'on appelle pays dominant. D'accord. Et les continents africains, c'est un continent dominé. Par qui? La France et les autres puissances occidentales, etc. Maintenant, il y a la Chine, tout ça, le Japon, etc. Ce qui fait que les élections ne mettent pas en cause cette relation. C'est que les Africains doivent utiliser l'espace démocratique des élections pour demander que la France mette fin à la domination de l'Afrique. Qu'il n'y ait plus d'Africains arrêtés en France au nom de l'immigration. Parce que si les richesses d'Afrique viennent en France, ça veut dire que les Africains ont le droit d'être en France. Bien sûr. Si l'or, le café, les cacao, le pétrole africain est en France, l'Africain ne peut pas être un immigré. Si la France contrôle le franc CFA et que le franc CFA finance la France énormément, énormément, ça n'a pas de sens que l'Africain soit mis en prison parce qu'il n'a pas de papier. Voilà. Et en plus, la France a été impliquée dans l'esclavage en Afrique. Quand les Africains ont pris les Africains par la force, contre leur gré pour les amener dans les Amériques, tout ça, est-ce qu'il y avait l'histoire des papiers? Sans visa. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant que l'Africain vient en France, on lui demande des papiers. Alors que la France a contribué aux 2 peuplements de l'Afrique par l'esclavage sans papier. Donc on n'a pas besoin de papier pour venir en France. Disons que la démocratie pour les Africains, c'est de se battre pour qu'aucun Africain soit mis en prison, aucun Africain soit arrêté par la police d'immigration à cause des papiers. On a le droit de circuler parce que nos richesses circulent en France. Mais si Marine Le Pen, elle devient présidente, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le FN est au pouvoir? Est-ce qu'ils veulent intimider les étrangers? Comment se fait-il qu'elle est arrivée au... Bon, la position de Le Pen est claire. Hein? La France est dans la merde, c'est à cause des étrangers, à cause des Africains, à cause des Arabes et des Africains. C'est ça la position de Le Pen. C'est ça son discours. Mais ils sont hypocrites parce que c'est la colonisation qui nous amène là aujourd'hui. On a fui, en fait, tous nos pays là, à cause de ce qu'ils ont fait là, en fait. Mais ils n'arrivent pas à le dire, en fait, parce que tout ça, ce n'est qu'un résultat, en fait. Ils n'arrivent toujours pas à rentrer dans la profondeur. C'est pour ça que je dis qu'ils sont hypocrites. C'est à nous. C'est à nous, les Africains, de comprendre que Le Pen s'adresse à la résistance africaine qui a forcé la France à accorder l'indépendance. Même si, dans la plupart des cas,
c'est une sorte d'indépendance nominale, hein, comme au Togo, au Bénin, etc. C'est une indépendance nominale. C'est pas comme en Algérie, par exemple. Même, donc, le PN et le Fonds national reconnaissent que la France est dans la crise à cause de la résistance des colonisés. Ouais. Ils comprennent ça. Ça, il fait que le rôle des colonisés, c'est quoi? C'est comprendre cette résistance. Que la lutte pour la libération de l'Afrique n'a pas pris fin. Ça a plutôt été déraillé. C'est aux Africains de se battre, de s'organiser pour comprendre que nous serons respectés si seulement on contrôle notre destin, si nous sommes organisés pour contrôler notre destin. Et ce n'est pas le cas. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de Le Pen, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on va organiser pour relancer le processus de la lutte pour l'autodétermination. Donc, c'est un peu ils ont une dette morale et tant qu'ils n'en parlent pas, je pense qu'il y aura dans le pays. Donc, voilà. On va terminer l'émission avec une citation, la citation du jour. Alors, je cite, « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les hommes libres et libérés du monde entier seront toujours derrière les millions de Congolais qui n'abandonneront pas le combat tant que les colons et les mercenaires n'auront pas quitté le sol de notre terre. » C'est Patrice Lumumba. Ouais. C'est un texte alors qui date de janvier 1961. Ouais. Ça, c'est dans la dernière lettre, je crois qu'il avait écrit à son épouse, juste pour faire comprendre à ceux qui nous suivent. La lutte n'a pas pris fin avec soi-disant l'indépendance du Congo. Au contraire, c'était juste un début pour approfondir cette lutte-là. C'est pour ça que les Congo n'est pas libre, l'Afrique n'est pas libre. C'est que le Lumumba reconnaît que c'était une fausse indépendance, une indépendance nominale. Il reconnaît aussi que nous devons faire un travail international très fort, gagner des amis à travers le monde entier pour soutenir la lutte qui se passe au Congo et la lutte qui se passe en Afrique. Et c'est fort. Et c'est là où, non, parce qu'il a écrit ça en 1961 et jusqu'aujourd'hui. Un visionnaire, c'est voilà, un visionnaire. Voilà. Ça, il fait que les Congolais, maintenant qui nous écoutent, doivent comprendre le rôle, un des rôles des Congolais qui sont à l'extérieur du Congo, c'est gagner des gens qui doivent être en solidarité avec la lutte contre la domination donc, de l'Afrique comme telle. Donc c'est là où nous sommes. Gagner des amis. Nous ne sommes pas seuls. Gagner des amis ici, en Chine, au Japon, partout. Et ça, nous allons former une nouvelle communauté internationale. C'est un peu ce que nous va envisager. D'accord. D'accord. Il y a des choses à faire. Il y a de l'espoir, en fait, cela veut dire. Donc, l'émission se termine sur cette citation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On reviendra la semaine prochaine avec une autre synthèse, d'autres actualités, avec Monsieur Louis Kinshasa et moi-même, Pati Nzambe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. congosynthèse.com, toleka.net. À très bientôt.